Et toujours depuis la REF, la rencontre des entrepreneurs de France, édition 2022, qui a démarré donc ce lundi à la mi-journée. Ça durera jusqu'à mardi soir, bien sûr. Et dans un contexte international très tendu. Vous avez pu entendre d'ailleurs tout à l'heure le président Zelensky qui a inauguré quelque part cette édition 2022 de la REF tout à l'heure à Longchamp. Contexte international évidemment où l'approvisionnement en énergie est fragilisé avec cette menace du président russe bien sûr de couper le gaz. Le gouvernement, voilà, dont la première ministre va prendre la parole dans une poignée de secondes ici sur la main stage, toujours à la REF. Elle lance la mobilisation, la première ministre en faveur de la sobriété énergétique avec un objectif à atteindre d'ici 2 ans, bien sûr, une réduction de 10% de la consommation, mais peut-être évidemment beaucoup plus d'ici la fin de l'année. Des groupes de travail ont été lancés. J'accueille Maude Bréjon, bonjour. Bonjour. Maude Bréjon, double casquette, élu de la majorité, porte-parole de La République En Marche, député du département des Hauts-de-Seine, la région d'Antony, je crois, c'est ça. Exactement. Et puis, grande spécialiste, puisque vous êtes ingénieur nucléaire. Voilà, au moins quand vous parlez nucléaire, vous ne dites pas de bêtises. Vous connaissez votre sujet, pas comme certains pseudo-experts que je ne citerai pas, bien sûr. Le plan dévoilé un peu dans la presse par la première ministre Elisabeth Borne, probablement qu'elle va le faire dans quelques instants ici devant Geoffroy Roux de Bézieux et tout l'aéropage de la REF. Qu'est-ce qui comprend globalement ce plan de sobriété? Maude Bréjon. Alors, avant de rentrer dans les détails du plan, rappelez peut-être très rapidement pourquoi est-ce qu'on en a besoin. On en a besoin parce qu'on fait face à 3 incertitudes majeures pour l'hiver prochain. Premièrement, incertitude sur les apportations en gaz du fait de la guerre en Ukraine, incertitude sur la disponibilité du parc nucléaire et incertitude sur nos capacités de production hydraulique. On en parle peu, mais la sécheresse, ça affecte beaucoup ces capacités de production. Et donc on a un triple contexte inédit qui nous oblige à faire des efforts. Il y a 3 possibilités. Soit on fait du rationnement. Le rationnement, c'est qu'on coupe de façon brutale certains approvisionnements. Ça, c'est une forme d'échec en tant que tel, si on en arrive là. Ensuite, il y a la question de l'efficacité énergétique. On a déjà beaucoup travaillé dessus depuis plusieurs années, par exemple la rénovation thermique des bâtiments. Et puis enfin, et donc j'y viens, la question de la sobriété. Et là, il y a 2 formes de sobriété. Il y a d'abord la sobriété individuelle. Vous allez faire attention chez vous à baisser un petit peu le chauffage ou à baisser un petit peu la clim dans votre voiture. Bon. Et puis il y a la sobriété collective. Et là, on s'adresse aux entreprises parce que pour que la sobriété soit efficace, il faut l'aborder comme un projet de société. Et donc, c'est aménager nos usages. Un très bon exemple, c'est la question du télétravail. On sait aujourd'hui que développer le télétravail, c'est un des vecteurs de sobriété importants parce qu'on va consommer moins en matière de transport, parce que ça va permettre de faire du flex office, par exemple, dans les entreprises. Et donc de réduire la surface, à terme, bien sûr. La surface, le foncier et donc les besoins en énergie. Et pour ça, il va y avoir besoin d'embarquer les entreprises et donc d'avoir une démarche qui soit très proactive, tout en respectant les questions de qualité de vie au travail, parce que le télétravail, par exemple, si j'en parlais, c'est bien, mais ça ne peut pas être 5 jours par semaine, parce que sinon on a des vrais problèmes sur le management des équipes, sur l'adhésion à un projet d'entreprise. Et les collaborateurs se perdent. Et donc il faut arriver à trouver la bonne adéquation dans un contexte multifactoriel. Oui. Pour les entreprises quand même, qu'est-ce que ça va changer? Parce que manifestement, l'idée, c'est de leur dire, modérez-vous, quand même, faites attention à ce que vous faites. Et c'est pas uniquement des problèmes de fermer les lumières le soir. Ça va être quand même toute une gymnastique quand même. Ça va être une gymnastique, mais qui peut passer par des choses extrêmement simples. Par exemple, se mettre des limites en termes de chauffage l'hiver, des limites en termes de climatisation l'été. On a beaucoup parlé de 19 degrés l'hiver sur le chauffage, 26 degrés sur la climatisation. Ça va être le fait de diminuer tout ce qui touche à la luminosité. Donc, par exemple, les panneaux publicitaires, c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir jouer. Et donc, c'est toute une démarche globale qu'il va falloir arriver à faire, mais à construire avec les entreprises. Moi, ma conviction, c'est que c'est pas à l'État d'imposer... D'appuyer sur un bouton. Voilà, et d'imposer aux entreprises. C'est aux entreprises de présenter, à mon avis, un plan qui soit à la fois efficace et qui n'atteigne pas leur capacité de production. Prendre un exemple, ArcelorMittal. ArcelorMittal, c'est peut-être pas le bon exemple. Aluminium Dunkerque. Oui. Aluminium Dunkerque,
Ça consomme beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Mais en même temps, on ne peut pas demander à Aluminium Dunkerque d'arrêter de chauffer ses cuves parce que sinon, vous allez il fait plus d'aluminium. Direct dans le processus industriel. Et donc, c'est pour ça que je crois que c'est aux entreprises d'être dans cette démarche-là. Et puis de l'expliquer à leurs salariés aussi, parce que ça va les atteindre. Oui, pardon, Maud Bréjean, mais on a l'impression qu'on découvre comme ça ces questions-là en cette fin 2022, parce qu'il y a la guerre en Ukraine, parce que le président Poutine peut éventuellement dire j'arrête le gaz. Pourquoi est-ce qu'on n'intègre pas ça quand ça va bien, justement, tout au long de ces dernières années? Voilà, se dire, ça sert à rien de mettre un néon en pleine nuit à 3h du matin sur un magasin. Ça sert à rien de laisser des lumières allumées dans une tour à la Défense. Pourquoi on ne le fait pas plus tôt? Pourquoi on prend pas? Parce qu'en France, on a ces habitudes d'abondance, peut-être grâce ou à cause du nucléaire que vous connaissez si bien. Alors, il y a plusieurs choses. Le premier objectif, ça doit être de développer nos moyens de production avant de réfléchir à efficacité, sobriété. Et donc là, il faut aller plus fort sur le développement des énergies renouvelables et plus fort sur le renouvellement du parc nucléaire. Et puis ensuite, c'est très juste ce que vous dites. Pendant longtemps, on a considéré comme acquis le fait que quand vous branchez votre téléphone portable à une prise, il se recharge et finalement, l'électricité est naturellement là. Or, ce n'est pas le cas. Et c'est un combat quotidien pour garantir cette indépendance, pour garantir cette souveraineté. Donc développement des capacités de production et en même temps des marges de sobriété, mais qui infusent petit à petit dans la société. Parce qu'on ne peut pas faire ça contre les gens. Je le disais, c'est une démarche... Tout juste. Voilà, c'est une logique sociétale, c'est une démarche collective et dans laquelle on a besoin de faire en embarquant le plus grand nombre et pas faire de l'écologie punitive. Alors ça met du temps à rentrer dans les consciences, ça a mis du temps aussi à rentrer dans le débat politique la notion de sobriété, parce que c'est pas évident, parce qu'il faut pas faire peur aux gens, mais on a vécu une crise du Covid qui nous a rappelé que les matières premières, que les biens de première nécessité, ça nécessitait une certaine autonomie et qu'on ne pouvait plus dépendre de la Chine pour un certain nombre de semi-conducteurs, de la Russie pour le gaz. Et la guerre en Ukraine en a remis une couche. Et donc, je crois qu'il y a eu une prise de conscience collective, peut-être d'abord dans le champ politique, de cette impérieuse nécessité de garantir une souveraineté française. Ouais, dans le champ politique, mais au moment où on parle tout cet après-midi ici à la Rêve d'engagement citoyen, d'engagement collaborateur, l'engagement... citoyen justement, monsieur et madame tout le monde, qu'est-ce qu'il faut lui raconter? Est-ce que le français il est capable de tout entendre? Vous parliez du Covid, Maud Bréjean. Bon, à un moment, bah oui, les Français, les Françaises ont mis des masques, se sont fait vacciner, certains contraints et forcés, peu importe, mais le Covid il est toujours là et le masque il a disparu. Le Français, la Française, ils ont besoin peut-être d'horizon. Si on leur dit vous allez mettre des masques pour les 5 prochaines années, ils ne le mettront pas. Si on leur dit la sobriété, c'est pareil. C'est contraignant, ils ne le feront pas non plus. Alors il y a deux choses. D'une part, je crois que les gens comprennent la démarche quand elle s'inscrit dans une logique globale. Et donc en ça, l'État doit d'abord donner l'exemple. Avant même de demander aux entreprises, il faut que l'État, sur par exemple la consommation dans ses bâtiments publics, donne l'exemple. Ensuite, il faut que les grandes entreprises donnent l'exemple et prennent des engagements. Et ensuite, on peut demander aux Françaises et aux Français de faire des efforts parce qu'ils comprennent très bien la nécessité d'avoir une démarche de sobriété, parce qu'ils voient bien ce qui se passe sur le cadre de l'énergie, dans le cadre de l'énergie, ne serait-ce que sur des questions de prix. Mais ça doit s'inscrire dans une logique globale. Et ensuite, vous parliez du masque, effectivement, on ne le garde pas pendant 5 ans. Oui, sauf que la sobriété, la démarche de sobriété, elle est nécessaire pas uniquement pour passer l'hiver, là. On a besoin de façon très urgente, effectivement, parce qu'il y a le contexte, mais à long terme, c'est des questions de climat, préservation du climat, c'est pour nos enfants, c'est des questions de pouvoir d'achat, parce que les énergies fossiles vont coûter de plus en plus cher. Je vais prendre un exemple. Il y a aujourd'hui une loi qui demande aux hypermarchés, vous savez, dans les rayons où il y a du froid, oui, d'avoir des portes. Oui, partout. Sur 75%. On pourrait réfléchir à comment est-ce qu'on l'étend à 100% quand on sait que la consommation en énergie pour faire du froid dans les hypermarchés, elle représente davantage que le chauffage et l'éclairage réunis. Donc c'est toute cette logique-là qu'il faut arriver à imbriquer, mais à le faire sur le long terme. Encore une fois, pouvoir d'achat, climat, souveraineté, ça va nécessiter une démarche de longue durée. C'est pas uniquement pour cet hiver, et je crois qu'il faut dire la vérité là-dessus aux gens. Et pour les entreprises aussi, parler de la grande distribution, on leur demande de mettre des panneaux photovoltaïques sur les immenses toits des hypermarchés, ce qui est logique, hein, ils ont de la surface. Ça coûte une fortune, justement. Et là, les investissements, déjà, ils ont du mal à mener la compétition face à Amazon, bien entendu, qui dépense 12% de ses dépenses, de ses charges sur de l'investissement. Là, c'est 2% en France. Tout ça coûte très, très cher. C'est une parenthèse que je referme. Simplement pour
les Français, c'est ce qui va nous opposer aux Allemands, ou les Allemands, là pour le coup, ils vont être totalement acculés, totalement étranglés justement. Nous, on a une grande chance, qui est d'abord le parc nucléaire français, qui nous garantit une production d'électricité conséquente. On a des terminaux méthaniers, on en a 4, là où l'Allemagne n'en a pas. Donc on a des vraies capacités de production que nos voisins allemands notamment, mais italiens, espagnols, n'ont pas non plus. Donc on a peut-être là-dessus un coup d'avance. Mais il faut le préserver. Il faut le préserver sur les énergies renouvelables où on a besoin d'aller plus vite, et il faut le préserver sur le parc nucléaire. Et ensuite, nos voisins ont fait aussi des choix dont on doit tirer des conséquences. Sur la sortie du nucléaire, quel impact en Allemagne ? C'est l'augmentation du gaz, c'est le développement des pipelines avec la Russie. La réouverture des charbons. Exactement, et une politique qui, certes, est une politique énergétique allemande, mais qui impacte l'Union européenne, parce que on a un marché. Les dégagements de charbon, ils s'arrêtent pas au Rhin, hein, bien sûr. Exactement, puis parce qu'on a un marché de l'énergie qui est également commun, parce qu'on est une puissance commune, et donc on négocie ensemble avec les autres grands acteurs. Mais donc quand l'Allemagne, il y a une interdépendance. Si je manque d'énergie, nous en France, je vais en demander un peu aux Allemands ou aux Suisses, et vice versa. Et quand l'Allemagne se retrouve pieds et poings liés au gaz russe, ça impacte indirectement la France dans les bras de fer géopolitiques qu'on est capable ou pas d'avoir avec d'autres grandes puissances. Et ça, les Français, les citoyens sont capables de le comprendre et d'engager des sacrifices jusque quand ? La notion de sacrifice, la fin de l'abondance dont a parlé la semaine dernière le président de la République, justement, est-ce que ce sont des données qui sont faciles à entendre ? Dans une France qui se raidit, dans une France... Et on l'a vu lors des dernières élections, avec cette... voilà, vous avez gagné des élections, parce que vous êtes arrivé premier, mais évidemment, vous avez fort à faire avec des extrêmes. C'est compliqué en ce moment. Voilà. On a vu les gilets jaunes, est-ce que ça va pas recommencer ? Enfin, tout ça, d'un rien peut recommencer un chaos total, comme on a connu il y a 2 ans, 3 ans. Et charge à nous, justement, d'avoir une démarche de sobriété qui ne soit pas une démarche punitive, qui ne soit pas une démarche faite d'interdiction en cascade. Moi, j'entends certaines familles politiques proposer d'interdire alors, les jets, les piscines, les barbecues. C'est pas audible aux yeux de la population. Réfléchissons. Ouais, enfin, c'est pas audible, mais ça fait du buzz et tout le monde en parle. Et voilà, c'est repris par les chaînes info, comme si c'est. Enfin. C'est vrai, mais par exemple sur les modes de travail, la répartition entre les grandes agglomérations et la province, comment est-ce qu'on peut changer de modèle de société ? Ça, c'est quelque chose, je pense, que les gens peuvent comprendre. Et puis il y a aussi une réflexion à avoir sur le signal prix, parce qu'aujourd'hui, on a mis en place le bouclier tarifaire gaz et électricité. Donc ces pénuries qu'on peut avoir à certains moments, les Français ne le ressentent pas sur le prix. Il y avait des offres d'électricité il y a des années de ça, qui faisaient que vous payiez moins cher sur certaines pointes, sur les creux. Et en revanche, quand on était en pointe, voilà. Vous receviez un signal la veille pour vous dire attention, voilà, essayez de consommer moins, sinon ce sera plus cher. Je crois qu'il va aussi falloir s'attaquer au signal prix, parce que sans signal prix, c'est difficile d'avoir de la réactivité derrière. Merci beaucoup d'être venu ici sur le plateau de la REF. Maude Bréjon, députée de la majorité, députée de la République En Marche, députée du département des Hauts-de-Seine. Hein. Merci d'être venu. On va continuer dans un instant l'engagement des collaborateurs. C'est aussi la fierté de bien faire son métier. On va en parler avec Denis Gancel, président de W & compagnie, et Florence Lépanie-Duval, la directrice de la communication d'Equance. À tout de suite.